Bonjour à tous et bienvenue dans Immédiat, l'émission de revue de presse impertinente. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors Jean-Yves, c'est notre dernier numéro avant les vacances. On se retrouve bien sûr à la rentrée pour une nouvelle saison d'Immédiat. Et au programme cette semaine, chers téléspectateurs, eh bien, nous allons naviguer entre plusieurs actualités. On va passer au 6e arrondissement, crise sur un Carrefour City. Vous allez voir, la loi du plomb également va nous intéresser. L'algorithme de X mis en cause par la justice française, la nouvelle campagne de l'Arcom pour valoriser les différences. Et puis, on fera un petit passage pour terminer aux obsèques de Monsieur Ardisson. Et vous verrez, les personnalités qui étaient sur place sont très révélatrices de ce petit milieu. Si vous êtes prêts, on y va. Mais avant, n'oubliez pas, on clique sur le pouce en l'air, vous nous laissez un commentaire, souhaitez-nous bonnes vacances, vous n'avez qu'à mettre référencement aussi si ça vous plaît. Et puis surtout, partagez, c'est la dernière émission de la saison. Si vous êtes prêts, Immédiat, c'est parti. Un article du Monde, pour commencer. À Paris, les très chics opposants à une future supérette. Et oui, ce qui est en cause dans l'article du Monde, c'est un futur Carrefour City qui devrait ouvrir. Ça fait peur, un Carrefour City. Ça fait un petit peu peur. Ah oui. En tout cas, pour les gens du 6e, ils avaient un peu l'impression que c'était un Carrefour Cité. Mais Cité wesh, quoi. Voilà. Toujours est-il que ils disent que il y a eu une pétition pour s'opposer à ce Carrefour City. Et l'article du Monde va citer plusieurs noms. Il va citer par exemple le chanteur Alain Souchon. Qui avait soutenu et chanté pour Arlette Laguiller, la candidate trotskiste. Oui. Mais également, il cite Denis Oliven, dont il mentionne qu'il a été enrôlé à la volée un matin de brocante. On comprendra ça un peu après. Il citait à l'origine dans l'article Rutel Krief et également l'acteur Pierre Richard. Alors finalement, il y a bien un Pierre Richard qui est signataire de cette tribune. Il y a quand même quelques milliers de signatures, mais ce n'est pas Pierre Richard l'acteur, il s'agirait plutôt d'un Pierre Richard banquier. Voilà, bon, faut réussir à suivre. Le Monde a un petit peu mélangé tout ça. Quelques citations quand même de signataires ou de gens qui s'opposent à ce Carrefour Cité. La députée socialiste de la 11e circonscription, par exemple, Céline Hervieux, qui dit ceci. Dans le 6e, on est différent. On a envie de garder nos spécificités, l'aspect culturel de Montparnasse, l'accès au beau, une qualité de vie. Mais elle a raison. Mais pourquoi seulement dans le 6e ? Cette profession de foi identitaire est admirable, mais pourquoi la limiter au 6e arrondissement, qui est un arrondissement charmant au demeurant. On a également un coiffeur qui est interviewé, qui dit « C'est très protégé ici, c'est normal. La police vient dès qu'on l'appelle. Quand on est à plus de 20 000 € le mètre carré, on n'a pas envie d'avoir la racaille en bas de chez soi. » Voilà, les mots sont posés. D'autant plus que dans ce quartier, dernièrement, paraît-il, une bande de jeunes, nous dit l'article, donc le jeunistan, bien sûr, Jean-Yves. Ah, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. En tout cas, ils passent des soirées bruyantes sur une petite place et du coup, les riverains redoutent l'ouverture du Carrefour City qui leur fournirait de quoi se sustenter, mais également d'avoir des mendiants peut-être au pied du Carrefour City. Enfin, ça inquiète beaucoup. Donc, pour clouer le bec à tous ces contestataires, qu'a déclaré le maire ? Il a dit, pour renforcer la sécurité, on va installer une caméra. Alors, cet article, vraiment, Jean-Yves, c'est une synthèse. Je vous laisse faire un commentaire. C'est une synthèse. D'abord, que les gens de ce quartier souhaitent garder le caractère du quartier, c'est normal. Ils pourraient peut-être se poser les bonnes questions, parce qu'il y a beaucoup de boutiques qui ferment dans ce quartier, rue de Rennes et autres, notamment parce que l'accès en voiture à Paris est devenu de plus en plus difficile, et donc il y a moins de chalands venus de l'extérieur. Donc, ils pourraient peut-être se poser cette question-là. Ensuite...
est-ce que vraiment un Carrefour City, c'est-à-dire une petite supérette, toute petite, l'emplacement est tout petit, pose un vrai problème? Mais bon, ce qui est assez amusant, c'est qu'ils veulent défendre leur tranquillité, leur identité, alors que, globalement, ce sont des gens qui ont élu accessoirement un député socialiste, qui sont pour l'ouverture, qui sont pour imposer des foyers de migrants partout, et des éoliennes partout, mais pas chez eux. Voilà. Donc c'est ça qui pousse un petit peu à l'ironie. Alors si on pousse le raisonnement, beaucoup ont protesté contre l'article du Monde, en disant, mais l'article du Monde n'est pas exact. Pierre Richard dit, c'est pas moi, c'est un homonyme. Ruth Elkrieff dit, je n'ai pas signé. Et c'est le plus drôle, c'est Oliven qui dit... Oui. Alors, il a échangé des SMS avec la journaliste du Monde. Moi, j'ai un peu halluciné quand j'ai découvert les SMS. Alors, les voici. Elle l'interpelle de la façon suivante. « Bonjour monsieur, je prépare un article pour M Le Monde, un article sur l'arrivée d'un Carrefour City dans le quartier Vavin et la résidence de certains habitants dont vous êtes. Auriez-vous un moment pour m'en dire plus? Merci, à très bientôt. Stéphanie Marteau. » Bon, jusque-là, tout va bien à peu près. Denis Oliven lui répond « j'y connais rien. Je me promenais un jour à la brocante, on m'a proposé de signer une pétition contre la fermeture du magasin de jeux, blablabla. Je savais même pas que c'était pour installer un Carrefour City à la place. Je ne suis pas contre la présence de ces mini grandes surfaces dans ce quartier. J'étais contre la fermeture d'un magasin de jouets. Bon, et alors là, elle lui répond « Haha, c'est drôle, un comité très actif organise une sacrée résistance à cette implantation qui dénaturerait la place, met-elle entre guillemets, et il semble que certains VIP du quartier se soient fait pirater leur signature. Vous avez eu l'occasion d'en parler avec A. Bompard, lui dit-elle. » Alors, moi, j'ai quand même l'impression que le ton est particulier. Et il lui a répondu « Pirater, non. Dénaturer la place, c'est beaucoup dire. Mais c'est vrai qu'elle n'a toujours connu que des petits commerces, entre guillemets. Lui, les utilise à bon escient. Par ailleurs, il y a beaucoup de ces mini-grandes surfaces dans le quartier, dont la nécessité d'une supplémentaire n'est pas forcément évidente. Non, je n'en ai pas parlé avec AB. Une fois encore, je ne suis pas franchement très engagée sur le sujet, même si je confesse un très grand conservatisme urbain. Le vieux Paris n'est plus, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Qu'a retenu la journaliste du Monde? Bien sûr, sa dernière phrase. Je suis d'un grand conservatisme urbain. Alors, c'est très intéressant, doublement. D'abord parce que M. Oliven est un grand progressiste. Il a commencé sa carrière au cabinet de Bérégovoy et ensuite il a fait un certain nombre d'affaires et il a été patron de presse. Aujourd'hui, il est patron d'un groupe d'édition, le groupe Editis, de M. Kretinsky. Il est patron des médias de M. Kretinsky, qui sont des médias à la fois d'extrême centre et d'extrême gauche, et il est patron de Libération, vos propriétaires, disons. Il est à la tête du groupe qui dirige Libération. Alors Libération, c'est quand même un journal extrêmement progressiste, donc le conservatisme fut-il urbain et architectural, ça colle mal. Et ensuite, après, il se plaint, il dit la journaliste du Monde a retenu une phrase, pas tout à fait sortie du contexte, mais une seule phrase. Mais que font ces journalistes à Libération? Que fait M. Massol quand il fait des articles, entre guillemets, sur l'extrême droite? Il retient la phrase qui l'arrange. Donc, au fond, M. Denis Oliven, c'est l'arroseur arrosé. Voilà. Mais soyons tous des conservateurs à la façon de Denis Oliven. Désormais, il faudra dire non, je suis conservateur comme Denis Oliven. Voilà, alors conservateur comme Denis Oliven, donc pas de foyer de migrants dans ma commune, dans mon village, pas d'éoliennes à proximité de mon paysage, clocher. Voilà, soyons sur la ligne Oliven. À propos de conservation, toujours cette fois-ci de la santé. Eh bien, la loi Duplon, qui a été votée mardi 8 juillet dernier, vient d'être remise au premier plan après le vote, donc à l'occasion d'une pétition qui a trouvé son public réellement, puisqu'on en est à plus de 1 600 000 signataires sur le site de l'Assemblée nationale. La pétition a été postée par une jeune femme qui a 23 ans,
raison et qui ne souhaite pas particulièrement être mise en avant, c'est vraiment s'opposer à la loi Duplon qu'elle souhaitait mettre au goût du jour. Il y a eu toute une série d'articles à la suite du vote de cette loi Duplon qui, moi, personnellement, m'ont un peu interpellée, un peu comme si c'était le service après-vente de cette loi gouvernementale qui a été votée par les macronistes, soutenue d'ailleurs par le Rassemblement national. L'Ouest France, la question du jour, loi Duplon. La réintroduction d'un néocotinoïde vous fait-elle peur ? Sous-entendu, vous avez sans doute été pollué par la gauche qui vous a dit que c'était très dangereux et que ça allait tuer les abeilles, mais on va vous expliquer que c'est beaucoup plus rassurant que ça. Notamment, il cite des risques incertains par manque d'études d'ampleur. Ce qui est certain, c'est qu'il existe malgré tout des études qui mentionnent des risques. Il y a cet article du Point également. Lettre à ceux qui n'ont pas signé la pétition contre la loi Duplon. Donc la pétition menace à la fois l'agriculture mais aussi la démocratie. Les mots sont forts et ils sont posés par Le Point qui conclut d'ailleurs cette chronique de la façon suivante. Et pour celles qui font ce que sont nos territoires, nos campagnes, notre économie, notre pays, vous avez eu raison de ne pas signer la pétition contre la loi Duplon. C'est un brin engagé, là aussi, me semble-t-il. Et cet article de BFM Tech & Co, une rubrique donc de BFM TV, pétition contre la loi Duplon. Les données personnelles des signataires sont-elles bien protégées ? Et alors, dans l'article, il n'y a absolument rien qui mentionne le fait que les données personnelles des signataires seraient en danger. Au contraire, ils expliquent même que les signataires passent par l'authentification par France Connect, qui est un système qui est mis en place par le gouvernement. Alors, sauf à critiquer France Connect, mais ce qui n'est même pas le cas dans cet article, il n'y a absolument pas de quoi être inquiété si jamais on souhaitait signer cette pétition. Ça m'a interpellée vraiment, ce service après-vente un peu médiatique de cette loi Duplon qui est contestée aujourd'hui par les Français dans un grand mouvement populaire, pourrait-on dire. En tout cas, c'est un débat qui redonne un peu de la visibilité aux questions liées à la santé publique, Jean-Yves. Oui, alors il y a sûrement des intérêts derrière la loi Duplon, des intérêts chimiques, des intérêts agricoles. Il y a aussi derrière quand même une série de problèmes de fond qui sont pas traités parce que il y a un souci des acheteurs alimentaires. Si vous écoutez les publicités qui inondent tous les médias, sauf TV Liberté, qui est financé par vous et pas par la publicité, les campagnes des grandes surfaces commerciales, c'est le moins cher. Et évidemment, le moins cher est lié à l'ouverture des frontières et à l'achat de produits qui viennent du monde entier et qui sont effectivement moins chers parce que très souvent, ils utilisent des procédés de maîtrise des ravageurs, des insectes, des herbes qui prolifèrent au détriment des produits, des cultures, qui sont interdits en France. Donc derrière ça, il y a tout le problème du libre-échange. Et en fait, ce qui est assez amusant, si je puis dire, c'est quand Trump a voulu mettre des barrières douanières, on a protesté énergiquement en disant « mais non, il faut rester dans un monde ouvert ». Tout le monde a critiqué, sauf peut-être effectivement quand même du côté du RN, mais tout le monde l'a critiqué, notamment les écologistes, alors que évidemment que s'il n'y a pas de barrières douanières, il y a deux solutions, où il y a des produits très chers produits en France qui ne trouvent pas forcément assez d'acheteurs, où il y a des produits bon marché, avec des produits avec énormément à la fois d'engrais et de produits phytosanitaires, et qui envahissent le marché. Le vrai problème, c'est l'ouverture des frontières. Alors, toujours est-il que Yael Braun-Pivet a répondu d'ores et déjà aux sollicitations qui ont exigé son intérêt sur cette pétition. On l'écoute tout de suite.
sûr, c'est qu'il faut entendre ce que nous disent les Français. Il y aura un débat à l'Assemblée autour de cette pétition, mais ce débat ne remettra pas en cause, ne peut pas remettre en cause le texte qui vient d'être voté à l'Assemblée nationale. Derrière ça, on peut être pour ou contre cette loi, on n'est pas forcément tous les deux exactement du même avis. La bonne solution, ce serait le référendum, puisqu'il y a manifestement un élan populaire contre la loi. 1 500 000 personnes, c'est pas les Français. C'est des Français, mais c'est des Français en nombre significatif. Mais en fait, le système du référendum est impossible en France, sur tous les sujets, puisque je crois pour qu'il y ait un référendum, il faut réunir, et encore, ça suffit pas, 4 500 000 personnes, et dans des conditions extrêmement complexes. Moi, je ne serais pas choqué qu'il y ait un référendum sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres sujets. Alors, il y a une personnalité qui a eu tous les feux médiatiques sur elle, si je puis dire, c'est Sandrine Rousseau, parce qu'elle avait déclaré ceci sur Le Média dans un premier temps: la rentabilité des agriculteurs, je n'en ai rien à péter. Et elle expliquait, mais c'est vraiment cette petite phrase qui est restée dans les médias. Elle a repris son propos en le maintenant, et je vous propose peut-être d'écouter ce petit passage médiatique sur France Info, quelques jours après cette sortie qui avait fait polémique. Vous avez suscité la polémique il y a quelques jours en disant à propos de la rentabilité des agriculteurs, j'en ai rien à péter. Je cite, est-ce que vous maintenez ces propos ? Non seulement je les maintiens, mais la rentabilité est un sujet d'agro-businessman, je le redis. C'est-à-dire c'est le sujet d'Arnaud Rousseau, et le revenu agricole, le patron de la FNSEA. C'est un sujet d'agriculteur. Et en fait, il ne faut pas confondre les deux. Et quand on parle de rentabilité, on ne fait que parler du revenu de sociétés comme Avril, qui sont les sociétés possédées par Arnaud Rousseau. Moi, il n'y a pas de mépris dans votre propos, d'insulte vis-à-vis des agriculteurs. J'ai toujours soutenu toutes les lois permettant de véritablement améliorer le revenu des agriculteurs. C'est quand même fascinant de savoir que cette femme est professeure d'économie, théoriquement. Parce que s'il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas de revenu. Voyez-vous, je vais revenir sur une affaire antérieure. Le petit magasin de jouets Oxybul, qui va être remplacé dans le 6e arrondissement, cher aux amis de Madame Rousseau, c'est quand même les urbains. Le petit magasin, pourquoi il ferme ? Parce qu'il n'est pas rentable. Parce qu'il vend des produits pas chers, pas assez de produits pas chers, il n'est pas rentable, donc il ferme. Et donc c'est pas seulement les gros, la rentabilité, c'est tout un commerce, un petit commerce, il a aussi besoin d'être rentable. Une petite exploitation agricole, elle a aussi besoin d'être rentable. Et quand elle dit la rentabilité, j'en ai rien à péter à propos des agriculteurs, elle vise les agriculteurs de manière très générale, et pas seulement effectivement le patron de la FNSEA, qui est à la tête d'une grande industrie, d'une entreprise de 800 personnes, d'une grande industrie agroalimentaire et qui a des intérêts très particuliers. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'elle mentionnait que la surrentabilité qu'on exige aujourd'hui des agriculteurs, elle provoque de l'argent sale, notamment quand on utilise des pesticides. En tout cas, ce que la pétition n'a pas trop fait remonter à la surface, c'est que, en effet, les États membres de l'Union européenne utilisent ce pesticide qui est interdit en France depuis 2018 aux grandes dames donc des agriculteurs qui produisent de la betterave, mais aussi des producteurs de noisettes, et que donc cela provoque une concurrence déloyale au sein même de l'Europe, et donc pour s'aligner à ces producteurs-là, mondiaux ou européens, eh bien on s'est nivelé vers le bas, au lieu d'exiger, au contraire, d'exiger qu'il n'y ait plus d'utilisation de pesticides en Europe, comme on serait en droit de le demander, me semble-t-il. Mais on va à l'inverse de cela, puisqu'on va élargir le marché mondial alimentaire avec le Mercosur. Donc c'est impossible. Enfin, je veux dire, tant qu'on ne sortira pas du libre-échange mondial, on ne réglera pas ce problème-là. Parce qu'on aura soit des produits pas chers importés, qui concurrenceront des produits meilleurs, mais beaucoup plus chers. Et puis, à la fin des fins, les riches mangeront des produits bio produits en France, et les autres, c'est-à-dire l'immense majorité, mangeront des produits bas de gamme produits dans le monde entier. C'est ça la réalité. Et évidemment, Madame Rousseau est assez mal placée quand même pour parler de cela, parce qu'elle représente un électorat, une sociologie urbaine, et non pas du tout la sociologie de la France périphérique.
Oui, mais on pourrait vous rétorquer que Florian Philippot, lui, représente d'autres électorats et qu'il a d'ailleurs défendu des électorats, il n'en a pas beaucoup, mais enfin bon, allez-y. Oui, on l'écoute tout de suite en tout cas. Sur le fond, moi je ne veux pas qu'on remette des pesticides partout. Et je veux au contraire qu'on ait une agriculture française hyper saine et pas qu'on remette des pesticides parce que les autres le font. Non, mais ça j'entends complètement. Mais le débat est très intéressant. La loi du plomb, il y a un vrai clivage sur cette loi. Et moi, je ne suis pas d'accord avec la loi du plomb parce que je pense. Mais qu'il bien faut sûr. juste... Mais vous dites pas, j'en ai rien à péter de. Non. Mais c'est ça c'est ce que je dis. Madame Rousseau, ça mérite mieux que les polémiques de Madame Rousseau et son mépris de classe insupportable. Bien sûr. Et je pense qu'il faut taxer les produits étrangers qui utilisent les pesticides. Et quand on et pas non plus voilà, mais ça on peut pas le faire parce qu'on est dans l'Union européenne. Vous voyez, on a toujours le même problème. Et deuxièmement, le Mercosur dont parlait Monsieur Rousseau. Désolé, mais la FNSEA ne lutte pas contre le Mercosur. Ça, c'est faux. La coordination rurale, oui. Mais si vous voulez arrêter avec le Mercosur, il faut dire la vérité aux Français. C'est Madame von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui le négocie en notre nom. C'était des petits rappels importants à souligner quand même. L'algorithme de X est mis en cause actuellement par la justice française qui voudrait pouvoir analyser cet algorithme, ou du moins les changements potentiels qu'il aurait eu à la suite du rachat par Elon Musk de l'entreprise Twitter initialement. Le réseau social X a produit un communiqué en parlant de censure politique, en utilisant des mots donc très forts, et disait qu'il n'avait pas fait droit aux demandes des autorités françaises, qu'il n'avait pas pris cette décision à la légère, et que les faits parler d'eux-mêmes. Jean-Yves, vous avez un commentaire à faire peut-être sur cette affaire, parce que c'est particulier quand même. La justice veut mettre le nez dans une entreprise mondiale. Et dans la communication, une entreprise de communication, une entreprise de diffusion de l'information. Moi, personnellement, je suis très utilisateur de Twitter et j'ai pas envie que la police politique ou la justice politique se mêle de corriger les algorithmes. Alors, il est probable d'ailleurs que les algorithmes ont été modifiés depuis que Musk a repris les choses en main, mais ils ont été modifiés dans le bon sens, pour permettre une plus grande liberté, alors que dans un système antérieur, comme c'était le cas sur Facebook ou sur d'autres plateformes, YouTube, il y avait, entre guillemets, une modération, c'est-à-dire une censure de ce qui était politiquement incorrect. J'ajoute qu'il voudrait confier l'étude de ces algorithmes à un militant d'extrême gauche, Monsieur Chevalorias, payé par Nicolas, puisqu'il est fonctionnaire du CNRS, et qu'il avait monté une application d'une légalité plus que douteuse, où il voulait transférer directement des abonnements de X vers une plateforme concurrente. Ça a d'ailleurs complètement foiré, mais je ne vois pas en quoi ce militant politique, ce militant d'extrême gauche, devrait se mêler de notre liberté d'expression. C'est pas la première fois d'ailleurs que le problème se pose en France, puisqu'il y a quelques mois, il y a eu un problème avec Pavel Durov, le patron de Telegram, qui a fait l'objet aussi de mesures de la part de la police politique, là aussi pour porter atteinte à la liberté de circulation des idées et des opinions, cette fois sur la plateforme Telegram. Donc il y a vraiment une démarche totalitaire du pouvoir macroniste qui est extrêmement préoccupante, parce que s'il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de démocratie. On se rappelle d'ailleurs à propos d'ingénierie sociale, là, puisqu'il s'agit de ça, d'aller mettre le nez dans des entreprises pour modifier ensuite leurs grandes orientations. On se rappelle d'Aurore Berger, ça fait 2 semaines qu'on vous en parle, mais c'est extrêmement important, qui a décidé que désormais le CRIF, SOS Racisme et des associations LGBTQ+, auraient un lien privilégié avec l'ARCOM, et elle a été interrogée d'ailleurs à ce sujet sur CNews. On écoute ce petit passage médiatique. Militantes, on ne peut pas parler d'impartialité. Mais attendez, ils ont une certaine vision. Peut-être vous aussi, êtes-vous militant, allez savoir dans les questions que vous me posez ce matin. Vous savez, le militantisme, c'est tout simplement avoir des convictions. Vous avez le droit d'en avoir, j'ai le droit d'en avoir. Moi, ce que je sais... Il y a bien une sélection, c'est ce que je veux dire. Vous avez des convictions, vous sélectionnez en tant que ministre. Ce que je sais, c'est que c'est l'ARCOM qui décidera par rapport à des règles très strictes édictées dans la loi, qui peut devenir signaleur de confiance ou pas. Signaleur de confiance, délateur de confiance. Rappelons-le, SOS Racisme. Des associations
LGBT, des associations qui vont lutter, entre guillemets, contre la transphobie, par exemple, le planning familial qui explique qu'un homme peut être enceint. Si vous expliquez qu'un homme ne peut pas être enceint, c'est transphobe, vous allez être signalé. Voilà la police politique qui est mise en place. Vous voyez, on part de Telegram, l'affaire Pavel Durov, on continue par Twitter, et maintenant on a la sélection des 10 associations subventionnées, toutes engagées à gauche ou à l'extrême gauche, qui va dire à l'Arcom qu'est-ce qu'il faut censurer, parce que l'Arcom réagit en fonction du nombre de signalements qu'elle reçoit. Donc si vous payez des dizaines de personnes pour signaler, tous les signalements vont aller dans le même sens. Voilà. Oui, et alors en mars dernier, on avait aussi Najat Vallaud-Belkacem, avant sa nomination à la Cour des comptes, qui avait eu cette idée. Bravo, on la félicite. Bah oui, on l'a félicité la semaine dernière, mais on lui renouvelle vraiment nos félicitations. Elle avait proposé de limiter le nombre de gigas à utiliser chaque jour en France, sous prétexte de pollution numérique. Elle a annoncé d'ailleurs que ce serait une mesure qui serait profondément progressiste, je la cite. Tout ce qui consiste à réglementer et à interdire est profondément progressiste, c'est sûr. On est à l'abri de rien, vraiment. Voilà, soyons-en certains. À l'occasion de la fête nationale, et ce jusqu'au 21 juillet, l'Arcom a décidé qu'il y aurait une campagne de sensibilisation qui s'intitule « Nous sommes la France », une campagne donc qui aurait lieu dans les médias et à des heures de grande écoute. Donc c'est une campagne pour justement représenter la diversité de la société française. Et je vous propose d'écouter l'interprétation que France Info en a fait, puisque ce sont les partenaires les plus exemplaires de l'Arcom. On regarde ça. C'est quoi le problème avec nos différences ? Est-ce que je suis un peu bizarre comme garçon ? Nous avons tous des idées reçues, des préjugés sur tous ceux qui ne nous ressemblent pas. Le but, c'est qu'on ne les juge pas pour ce qu'ils représentent. Ils ne sont pas une maladie. Question un peu plus personnelle, si vous me le permettez. Est-ce que tu es très stressé d'être très vieux ? Vous pourriez, vous, parler de votre santé mentale ? C'est pas trop des trucs qui nous intéressent, tu vois. Ah, c'est trop mignon, ils sont gênés de parler de leurs petits sentiments. Je t'aime. C'est dans la pièce, ça ? Je suis à fond, là. J'ai mis mes plus belles lunettes pour l'occasion également. J'adore. Le plus important toujours dans la vie, c'est de pas être le témoin de son histoire, être acteur. Personne n'a une vie normale. On a tous notre particularité, on a tous notre différence. C'est la richesse de la France insoupçonnée. Voilà. Ce qui est assez intéressant, c'est que France TV, c'est plutôt France 2, France 3 et même France Info, c'est plutôt regardé par les Français de souche plutôt âgés. Et on leur injecte une diversité qui ne correspond pas au public qui regarde. Et qui d'ailleurs, la diversité telle qu'on la projette là, c'est pas non plus la diversité telle qu'elle existe dans la société française. Je veux bien que la transphobie, ça soit très tendance, mais à ce point-là, c'est quand même assez caricatural. Donc on est là dans une logique en fait de propagande massive. L'Arcom, qui dispose de 51 millions d'euros par an, payés par Nicolas, c'est Nicolas qui paye, 51 millions d'euros, non seulement fait de la censure, non seulement paye des censeurs, ou fait payer des censeurs par Madame Berger, mais en plus matraque de propagande. C'est quand même assez incroyable. J'ai le sentiment assez étrange qu'au lieu de rassembler ces campagnes-là, au contraire, elles divisent, oui, puisqu'elles martèlent vraiment sur l'individualisme, sur les minorités, sur tout un tas de choses qui ne représentent pas forcément les Français, et qu'au final, ça provoque un sentiment de « ceci n'est pas moi », de rejet, et c'est le contraire de ce qu'il faudrait rechercher. C'est quand même une démarche assez curieuse, oui, je crois. C'est l'inverse de l'homophilie qu'il faudrait mettre en place. Oui, mais en même temps, c'est une démarche intimidante. Puisque ça vise, c'est là que je dis c'est de la propagande, mais c'est aussi de la censure, parce que ça vise
à faire passer à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a des choses dont on ne peut pas parler. Voilà. Ça, c'est pour marquer les interdits. C'est donc aussi de la propagande, mais de la propagande au service de fait d'une censure, ou ce qui est encore plus fort que la censure, l'autocensure. Et pour finir ces pastilles de l'information, retour sur les obsèques de Monsieur Ardisson. Alors, il y avait des nombreuses personnalités aux obsèques de Monsieur Ardisson, Laurent Baffy, il y a Arthur qui manque de se casser la figure dans les marches, Brigitte Macron qui était au bras de Gabriel Attal également, on a Raquel Garrido qui était présente, Faustine Bollard et Léa Salamé qui plaisantent ensemble, Yacine Bellatar, on a Jean-Michel Blanquer et sa femme Anna Cabana, donc là c'est le journalisme et la politique, Brigitte Macron, Marc-Olivier Fogiel, Arthur et Attal, Michel Drucker également, tout ce beau monde avec ses lunettes de soleil, Delphine Ernotte et Hugo Clément, côte à côte, Yves Lecoq également, mais il y avait aussi Marc Lavoine qui était présent, Laurent Voulzy, Patrick Timsit, Florent Pagny aussi. Était présent toute la direction de TF1, c'est intéressant de le souligner, Armande Altaï. Jean-Yves, qu'est-ce que ça vous évoque finalement, tout ce beau monde qui était présent dans un seul et même endroit, qui était rassemblé pour l'occasion? Oui, alors je trouve que ça complète bien le panorama de cette émission qui a commencé par l'affaire du 6e arrondissement, la révolte des people contre la supérette Carrefour City. Et là, on a un concentré de l'oligarchie dirigeante, puisqu'il y a à la fois les hommes de médias, les hommes politiques et les artistes. Et tout ça est la main dans la main dans le grand politiquement correct, fermé au peuple, au reste du peuple, puisque l'enterrement a lieu sur carton d'invitation, même s'il a lieu dans une église, et donc le bas peuple ne peut pas participer, contrairement d'ailleurs à l'enterrement de Johnny Hallyday, où il y avait eu une manifestation populaire en marge de la cérémonie. Là, c'est vraiment l'entre-soi médiatique, l'entre-soi politique et l'entre-soi artistique. Oui, très intéressant. Ils vont aux mêmes soirées, très intéressant. Très intéressant. C'est une soirée de plus. Les mêmes personnes. Et voilà, on arrive à la fin de ce dernier numéro d'Immédiat de la saison. Merci à tous pour votre fidélité tout au long de cette année. On se retrouve bien sûr en septembre. J'espère pouvoir vous souhaiter de bonnes vacances si vous avez la chance de pouvoir prendre vos congés annuels à ce moment. Et puis Jean-Yves, bien sûr, on dit à très vite à nos téléspectateurs. Et bonnes vacances. En septembre, bonnes vacances. Le portrait piquant, avant de se quitter, qui est consacré à Denis Oliven, ça tombait bien. Aujourd'hui, nous allons parler de caméléon. C'est joli, un caméléon. Ça change de couleur en fonction de l'environnement. Notre caméléon du jour, c'est Denis Oliven, un excellent agent de relations publiques, entre autres pour lui-même. Denis Oliven est né en 1960 à Paris. Il est le fils d'Armand Oliven, psychiatre, et d'une mère psychanalyste. Il est le compagnon de l'ancien mannequin Ignès de la Fressange. Son oncle était Claude Olivenstein, fondateur d'un service spécialisé dans la lutte contre la toxicomanie. Très bonne scolarité. Lycée Henri IV, École normale supérieure, agrégation de lettres, Sciences Po, enfin l'ENA. Il intègre ensuite la Cour des comptes. Doté d'une sensibilité de gauche, il écrit des discours pour Laurent Fabius à la fin des années 80 et devient en 1992 le conseiller de Pierre Bérégovoy. Après des passages chez Air France, Numéricable, Canal, il arrive en 2002 au groupe Pinot, Printemps Redoute, pour devenir PDG de la Fnac. Début 2008, il quitte la Fnac pour rejoindre le Nouvel Observateur où il réalise une interview très remarquée et très favorable de Nicolas Sarkozy, alors chef de l'État. Début 2011, on commence à voir le tournis. Denis Oliven quitte le Nouvel Observateur pour le pôle information du groupe Lagardère, dont il vend une bonne partie des médias au Tchèque Daniel Kretinsky. Et il passe chez Kretinsky pour suivre les actifs de celui-ci. Encore plus fort, en 2020, Patrick Drahi le place à la tête du fonds
qui chapeaute Libération. Le quotidien est alors subclaquant. Il est sauvé une fois de plus par un milliardaire, devinez qui ? Daniel Kretinsky, qui donne 1 million d'euros et en prête 14 à la société éditrice du titre. Comme l'a déclaré le trotskiste Henri Weber, à 15 ans, il était proche de la LCR, dans ce qu'on appelle les comités rouges. Il adorait se bagarrer contre les types de l'extrême droite. Fin de citation. Il aurait fait plus tard des pieds et des mains pour entrer dans un gouvernement sous Nicolas Sarkozy, ce qu'il a démenti. Considéré par tous ses amis comme charmeur et charmant, il défendra le politiquement correct à l'université d'été du MEDEF le 4 septembre 2009. Je cite, « Le politiquement correct, c'est quand même l'expression d'un progrès, de la civilité, de la sociabilité. C'est un fruit, un enfant est la condition de la démocratie. Par conséquent, le politiquement correct, c'est vital pour nos démocraties. » Fin de citation. Membre du siècle, habitué de Bilderberg, membre de la French American Foundation, un grand patron le définit ainsi dans le Canard enchaîné du 8 décembre 2010. Je cite, « Il a adopté la tactique dite du nénuphar, telle la grenouille qui saute de plante en plante, et il se barre juste avant l'échec, juste avant que cela ne se voie. » Fin de citation. Entre grenouille et caméléon, on doit pouvoir s'entendre.